Bonjour dans cette nouvelle promenade. Aujourd'hui, je vais vous présenter les obligations. Les obligations, c'est vraiment un outil financier extraordinaire. Nous allons l'étudier ensemble. Une obligation est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur. C'est-à-dire quelqu'un émet une obligation. Et la personne qui achète l'obligation a un droit sur la personne qui l'a émise. Elle est donc représentative d'une dette financière et sa durée peut être à moyen ou long terme, parfois même à perpétuité. Ça peut être à très court terme, à moyen terme, à long terme, et ça peut même être infini. L'obligation est émise dans une devise donnée pour une durée définie et elle donne droit au paiement d'un intérêt fixe ou variable appelé coupon. C'est-à-dire que chaque année, l'émetteur de l'obligation va payer au détenteur de l'obligation un coupon. En Europe, la majeure partie des obligations ont une valeur nominale d'une unité monétaire, c'est-à-dire qu'elles valent 1 euro. On compte les obligations sur la base d'une valeur d'1 euro. Donc en pratique, les gens en ont beaucoup. Elles sont remboursables au pair, c'est-à-dire à leur valeur nominale, à 1 euro, en une seule fois à l'échéance, et versent un coupon annuellement. Si ce dernier est nul, l'obligation s'appelle un zéro coupon. Oui, on a des choses assez compliquées, enfin c'est compliqué, c'est tout relatif, mais en fait, il y a des gens qui s'appellent les spécialistes des valeurs du trésor qui ont découpé l'obligation d'État française, l'OAT, en petits morceaux, chacun des coupons et la valeur de remboursement. Et chacun de ces coupons constitue un zéro coupon parce que finalement, l'émetteur ne va payer que le coupon à une certaine échéance. Il va payer le remboursement à une certaine échéance. Et donc, il y a beaucoup de zéro coupons sur le marché parce que ce sont des outils très flexibles pour les gestionnaires. Bon, dans ce cours, nous nous limiterons aux obligations qui ont un coupon fixe. Parce que si on doit modéliser les coupons variables, c'est très compliqué. Et je ne suis pas sûr d'être en état de le comprendre et de bien vous l'expliquer. Voilà, donc les obligations sont échangées sur des marchés de gré à gré et sur des marchés organisés. De gré à gré, c'est-à-dire qu'un détenteur d'obligations connaît d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ces titres, et donc il y a une sorte de bourse un peu particulière qui enregistre ces opérations de gré à gré. Il y a aussi les marchés organisés. Mais les volumes sur les marchés organisés sont beaucoup plus faibles que sur le marché de gré à gré. En pratique, nous allons privilégier comme sujet d'étude les obligations d'État européennes en pratique, et celles qui sont cotées sur la bourse de Francfort pour une raison très simple, c'est que cette bourse fournit des cotations pratiquement en temps réel, et donc c'est facile de vous donner des vraies données sur les obligations, des vrais prix, et donc c'est beaucoup plus intéressant pour le cours. Donc je prends les données sur la bourse de Francfort. Alors, on va regarder une obligation au moment où elle va détacher son coupon, pour bien comprendre ce qui se passe. L'obligation, avant le détachement de son coupon, a une certaine valeur. Et quand le coupon tombe, vous encaissez le coupon, si vous êtes détenteur de l'obligation, et du coup, la valeur de l'obligation diminue de la valeur du coupon, puisque l'obligation ne donne plus droit à encaisser le coupon, puisqu'il vient de tomber. Et donc, il y a dans le prix d'une obligation, dans le prix plein d'une obligation, une discontinuité au moment où le coupon tombe. C'est ce qui est illustré sur le schéma que vous voyez. Alors pour surmonter cette difficulté, les comptables, qui sont des gens très astucieux, ont décidé de séparer la valeur d'une obligation et son coupon dit couru. C'est-à-dire il y a une valeur en pied de coupon qui est hors le coupon qui court et une valeur qui s'appelle le coupon couru. En pratique, ça signifie qu'il faut comprendre les choses de la bonne façon. Il y a un prix global de l'obligation et on isole quelque chose qui s'appelle le coupon couru. Le coupon couru est égal au coupon proratisé sur le temps écoulé depuis le dernier coupon. Par
exemple, si on est entre deux coupons, le coupon couru va être égal à la moitié du coupon. S'il y a 3/4 d'année, 3 trimestres qui se sont écoulés depuis le dernier coupon, eh bien là, le coupon couru va être égal aux 3/4 du coupon. S'il n'y a que 2 mois qui se sont écoulés depuis le dernier coupon, eh bien là, le coupon couru va être égal au coupon divisé par 6. On priorise en fonction du temps écoulé depuis le dernier coupon. Voilà, donc par exemple, un coupon de 3% qui se détache le 5 octobre donnait un coupon couru le 31 décembre 2023 de 3 fois 87 sur 366. On compte le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 5 octobre. Et il y a 366 jours parce qu'il y a bien un 29 février qui s'intercale entre les deux coupons. Pour calculer le coupon couru, on utilise le nombre de jours dans l'année civile. Et donc, cette mécanique du coupon couru permet de comptabiliser un prix en pied de coupon sans le coupon couru qui ne connaît pas de discontinuité au moment du paiement du coupon. Et c'est l'intérêt de cette astuce comptable. Donc maintenant, nous allons voir un autre type de discontinuité qui s'apprécie sur la durée de vie de l'obligation. Voilà, on regarde une obligation de coupon annuel 3, c'est simple, qui arrive à échéance dans 6 ans et demi et qui a été achetée sans 6 en pied de coupon, sans le coupon couru. Alors ce qui se passe, c'est que les 106, à la fin, à l'échéance, il ne va en rester que 100, sans la valeur de remboursement de l'obligation. Donc il faut être capable de passer de la valeur de 106 à la valeur de 100. 106, c'est la valeur d'aujourd'hui, en pied de coupon, à 100, la valeur de remboursement le jour de l'échéance. Et ça, sur une durée de 6 ans et demi. Et donc, les entités qui enregistrent ces obligations en coût historique. Coût historique, c'est par opposition à la valeur de réalisation. Vont amortir la surcote de 6 sur la durée de détention. Alors, il y a deux méthodes d'amortir la surcote, un amortissement actuariel, on fait une exponentielle, ou en linéaire. Eh bien, c'est l'exponentielle, la méthode exponentielle qui est préconisée. Je vous montre un schéma, c'est la méthode exponentielle, on passe de 106 à 100, mais ça ressemble très fortement à la méthode linéaire. Regardons maintenant une obligation qui arrive à échéance dans 4 ans et 3 mois et qui a été achetée 98 en pied de coupon. Elle va être remboursée 100 et donc on va faire un bénéfice de 2 au moment du remboursement. De la même façon qu'on amortissait la surcote sur la durée de détention de l'obligation, la décote de 2 sera étalée sur la durée de vie de l'obligation selon la méthode dite actuarielle. Je vous montre le schéma. Donc on a encore une exponentielle qui ressemble très fortement à une droite et on passe progressivement de 98 à 100 sur la durée de détention de l'obligation. Considérons une obligation de prix P en pied de coupon à une date donnée. Alors, il existe un seul taux I qui égalise le prix plein de coupon avec les tombées attendues de l'obligation. Ce taux est appelé taux de rendement actuariel, en abrégé TRA de l'obligation. Donc on regarde le schéma, on a le prix plein de coupon, le prix en pied de coupon plus le coupon couru, et on a les coupons qui tombent régulièrement. Et à la fin, un remboursement de 100 plus le coupon. On a donc P plus D petit c, où D est le prorata d'années écoulées depuis le dernier coupon, est égal à la somme de K égale 1 à N, de C facteur de 1 plus I puissance moins K moins D, plus 100 facteur de 1 plus I puissance moins N moins D, en notant N le nombre de coupons à échoir. Le premier coupon, il intervient dans N moins D, puisqu'il y a une durée D qui s'est écoulée depuis le dernier coupon. Le second coupon, il intervient dans 2 moins D. Et ça jusqu'à la fin, jusqu'au dernier coupon, et le remboursement qui interviennent en N-D. On considère ici que l'obligation est remboursée au pair, c'est-à-dire à 100. Alors, si on prend une obligation de coupon 2%, d'échéance
au 25 mai 2034 et qui cote 98,48 en pied de coupon le 10 septembre 2025. Quel est son TRA? C'est un calcul un peu compliqué. Et donc là, on va utiliser le moteur financier. Le moteur financier, la calculatrice financière. Eh bien, il y a sur l'HP 10B de plus, il y a des touches bleues qui permettent de mettre dans 98,48 le price, dans 2 le coupon. On met la date d'échéance en mat date et la date d'achat ou d'appréciation dans cette date. Et les dates, on les rentre de la façon suivante. On met le tantième du mois, virgule, le mois, l'année. Il faut rentrer un nombre. Bon, alors après, on peut changer le mode de présentation, utiliser la notation anglo-saxonne en mettant le mois, virgule, point, le tantième et l'année. C'est une option qui se fixe sur la calculatrice. Donc on met 100 comme valeur de remboursement dans le call et on trouve que 2,72 est le TRA, 2,72% est le TRA et que le coupon couru est 0,592. C'est assez facile de faire les calculs avec la calculatrice financière. On a la même chose avec le tableur. On a 2 fonctions, rendement de titre qui reprend la date de calcul, la date d'échéance, le prix, le taux de coupon et qui renvoie, en fixant la valeur de remboursement à 100, qui renvoie 2,72% comme TRA. Là, c'est exprimé en pourcent. C'est le nombre avec le pourcentage. Ce n'est pas en pourcent comme sur la calculatrice. Et pour calculer l'intérêt couru, il faut au préalable déterminer la date du précédent coupon. Donc il y a des fonctions très intéressantes qui sont des dates qui s'appellent date.coupon, point précédent. Il y a aussi date.coupon, point suivant. Et en fait, on va calculer les intérêts accumulés depuis cette date et on va trouver 0,592. Il faut que vous regardiez la documentation d'Excel. Là, je vous ai donné les formules. Vous regardez la documentation d'Excel pour comprendre comment les utiliser, comment utiliser la fonction rendement titre et la fonction intérêt AC. Moi, ça m'a pris du temps pour comprendre comment fonctionnait la fonction intérêt AC. Et l'astuce, c'est bien de mettre la date du coupon précédent pour faire partir le calcul des intérêts. Alors nous allons montrer, si vous n'avez pas de calculatrice financière, si vous n'avez pas Excel sous la main, on va montrer une méthode équivalente à celle de la mensualité courue pour apprécier le TRA d'une obligation. L'équation précédente peut s'écrire en reconnaissant la somme d'une suite géométrique. On regarde toujours de droite à gauche pour avoir une raison 1 plus i. On a le prix plein qui est égal à c facteur de 1 plus i puissance d fois 1 moins 1 plus i puissance moins n divisé par i plus 100 facteur de 1 plus i puissance moins n moins d. On ajoute c facteur de 1 moins 1 plus i puissance d sur i aux deux membres et on obtient p plus dc plus c facteur de 1 moins 1 plus i puissance d sur i est égal à c facteur de 1 moins 1 plus i puissance moins n moins d sur i plus 100 facteur de 1 plus i puissance moins n moins d. Si on regarde le terme 1 moins 1 plus i puissance d sur i, ce terme est équivalent à moins d plus un grand taux de i. Nous obtenons donc le prix en pied de coupon est à peu près égal à c facteur de 1 moins 1 plus i puissance moins n moins d sur i plus 100 facteur de 1 plus i puissance moins n moins d. Et ça, c'est une équation qui peut se résoudre avec le moteur à flux fixe en mettant la durée résiduelle de l'obligation dans n, le prix en pied de coupon diminué du coupon couru dans moins PV, le coupon de l'obligation dans PMT, la valeur de remboursement de l'obligation le plus souvent 100 dans forward value. On se place en mode n avec un paiement par an et on obtient le TRA de l'obligation dans i par ailleurs exprimé en pourcent. Alors, on voit que pour une obligation donnée, à une date donnée, disposer de son cours en pied de coupon permet d'établir son TRA. Ça, c'est un principe général, parce que le TRA, c'est le prix plein, et après, on écrit l'équation d'équilibre, et on trouve le
I unique qui équilibre le prix plein avec les tombées de l'obligation. Réciproquement, si on connaît le TERA à une date donnée, on obtient le prix plein de coupons en ramenant ses tombées et donc son cours en pied de coupon. À une date donnée, il existe donc une relation binivoque entre le cours en pied de coupon d'une obligation et son TERA. Le TERA est donc une mesure globale du prix de l'obligation, comme le TAEG l'est pour le coût d'un emprunt. Il y a un parallèle entre TERA et TAEG. On a utilisé la même méthode approchée dans les deux cas. Dans notre prochaine leçon, nous allons analyser le prix d'une obligation comme somme des prix de chacune de ses tombées à venir. Eh bien, on observera à cette occasion que ces prix ne sont pas commandés par le TERA. Chacun des prix isolément de chacun des coupons et de la valeur de remboursement n'est pas déterminé par le TERA, mais par un TERA propre, et c'est le résultat de l'ensemble de ces TERA qu'on applique à chacun des coupons et au remboursement, qui donne le TERA de l'obligation. D'aucune manière, le TERA ne commande la valeur à venir de l'obligation. Et ça, c'est très important. Et donc, ce constat, dire que finalement, le TERA n'est qu'une mesure globale, qui est équivalente au prix, peut nous amener à affirmer le concept de duration d'une obligation, qui n'aurait de sens que si le TERA d'une obligation commandait finalement ce qui se passe pour chacune des composantes. Mais on va voir que chacune des composantes a un TERA distinct. Et donc, il n'y a pas un TERA uniforme pour l'obligation. Il y a un TERA global, mais il n'y a pas de TERA qui s'applique à chacune des composantes de l'obligation. Chacune de ces composantes a son propre TERA. Dans cette leçon, nous avons vu que le prix des obligations connaissait une discontinuité lors du paiement des coupons. Et c'est pour ça que l'on distingue dans leur prix le coupon couru pour avoir un prix en pied de coupon sans discontinuité. En second lieu, les différences de prix avec la valeur de remboursement est amortie comme charge en cas de surcote et étalée comme produit en cas de décote afin que le prix amorti de l'obligation se rapproche progressivement de la valeur de remboursement. En troisième point, il existe un et un seul taux d'intérêt qui égalise le prix avec les tombées à venir de l'obligation. On l'appelle le taux de rendement actuariel, TRA en abrégé. Les tableurs et les calculatrices financières permettent de le calculer. Et la conclusion, c'est que finalement, il y a une équivalence entre connaître le prix d'une obligation et connaître son TRA. Et ça, c'est fondamental, mais c'est un prix global de l'obligation qui se reflète par son TRA. Voilà, cette leçon un peu longue est terminée. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de visiter mon site promenade.ovh.